Je voudrais tout d'abord remercier son éminence, le métropolite Joseph, pour son invitation de parler à cette importante célébration sur la communauté intellectuelle de l'exil roumain de Paris, dans la période 1947-1989, dans ces lieux sacrés si chers à nous tous. Nous venions ici pour nous retrouver, pour maîtriser notre peur du long bras de la Securitate, pour célébrer notre foi, pour honorer nos morts, pour garder intact notre respect de la Roumanie éternelle. Une multitude de souvenirs se présentent à moi au moment quand je vous parle. Je me souviens par exemple, avec une infinie émotion, la présence régulière de jeunes Ionesco à ce qui est aujourd'hui la cathédrale de Saint-Archange de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Il était assis sur un banc du premier rang de l'église. Sa présence, comme celle d'autres personnalités roumaines, était pour nous tous un gage de notre espérance et de notre mémoire collective. En tant qu'un des survivants de l'exil roumain intellectuel de Paris, où je me suis établi en 1968, je voudrais vous présenter mon témoignage. Il est surprenant de constater le nombre de Roumains qui ont eu une contribution importante à l'édification de la science et de la culture française. Ce n'est certainement pas pour faire plaisir aux Roumains que l'ancien ambassadeur de France en Roumanie, Philippe Etienne, a intitulé sa communication à l'Académie roumaine du 10 juin 2003 « Ces Roumains qui ont fait la France ». Je voudrais évoquer dans ma conférence 3 grandes personnalités de l'exil roumain, dont j'ai eu le privilège de partager leur amitié. Leonid Mamaliga, qui a vécu entre 1921 et 2001, fondateur du célèbre Cénacle de Neuilly, les Prigoncourt Vintile Horia, qui a vécu entre 1915 et 1992, et Horia Damian, qui a vécu entre 1922 et 2012, peintre et sculpteur. Leonid Mamaliga était aussi un remarquable écrivain, connu sous le nom de L.M. Arcade. Je fus introduit au Cénacle de Neuilly en 1969, quelques mois après mon arrivée en France, par mon ami le peintre Victor Cubsa. En 1953 fut fondé un cénacle, rue Ribera, autour de Mircea Eliade, auquel participaient 10-15 Roumains, dont Leonid Mamaliga. Ce qui reste de ce cénacle est une revue, Saison, Anotimpuri, en roumain, bénéficiant des contributions de Mircea Eliade, Horia Stamatu et Horia Damian. Après quelques années, le cénacle a disparu suite au départ à l'étranger de beaucoup de ses membres. En 1958, Leonid Mamaliga prend l'initiative de nouvelles rencontres littéraires dans son appartement. Son désir était de retrouver la langue roumaine et de fonder une revue où tous les auteurs devaient signer avec des pseudonymes. 30 rencontres sporadiques avec une participation aléatoire eurent lieu pendant une décennie. Cet embryon du Cénacle de Neuilly fut un véritable laboratoire d'expérimentation d'une forme de rencontre assurant une stabilité malgré les vicissitudes de l'exil. Ce cadre fut trouvé, structuré autour de 2 axes: la recherche de nouvelles formes d'expression littéraire et l'édition des livres. Ainsi, à partir de 1968, les séances du Cénacle de Neuilly deviennent trimestrielles et se déroulent selon un rituel immuable. Lecture et débat, longue pause pour la nourriture terrestre et reprise de lecture et débat. Le Cénacle était un lieu très recherché par tous les intellectuels roumains de l'exil
du monde entier, et de l'intérieur de la Roumanie. Il y avait un noyau dur de quelques membres qui assistait pratiquement à toutes les séances. Autour de ces noyaux durs, il y avait une longue liste d'attente, car les lieux étaient assez exigus, ne permettant pas la présence de plus de 30 personnes à la fois. Et il y avait enfin les grandes figures, Mircea Emil Cioran, Horia Stamat, Eugenio Ionesco, Vintile Horia et Stéphane Lupasco, qui de temps en temps nous donnaient, par leur simple présence, l'impulsion nécessaire à la continuation d'une œuvre difficile, considérée même par certains comme impossible. Les caractères éphémères des associations roumaines de l'exil étaient un cliché très tenace. Le bilan est impressionnant. Plus de 30 ans d'existence, plus de 130 rencontres, 3000 pages lues, 5 livres édités, 2 de Mircea, un de Horia Stamat et 2 de Leonid Mamaliga, signant sous le pseudonyme de N. Marcad, dans la collection Les Cahiers de la Licorne, Caietele Inoroguri. Je fus frappé dès le début par la composition de l'auditoire du Cénacle de Neuilly. Il y avait certes un bon nombre d'écrivains, mais aussi des peintres, des sculpteurs, des cinéastes, des philosophes, des physiciens, des médecins, des ingénieurs. Ceux-ci avaient de quoi surprendre les puristes, mais pour moi, il s'agissait d'une ouverture nécessaire. Ma conviction intime a été, et est toujours, que la réduction de la culture à la littérature est un signe de non-développement culturel. C'est d'ailleurs cette conviction partagée qui était le ciment de mon amitié indestructible avec Leonid Mamaliga. Par une synchronicité étonnante, en 1980, une lettre arrivée de Madrid où Aurelio Reutze suggérait à Leonid Mamaliga la constitution d'une association pour la distribution du livre roumain en exil. Ainsi est née l'association Hyperion, dont je fus le président, mais dont le véritable animateur était toujours Leonid Mamaliga. 10 000 volumes publiés par plus de 130 maisons d'édition répandus dans le monde, pour la plupart en faillite, furent ainsi distribués. En même temps, nous avons voulu sortir l'exil roumain de son ghetto en les faisant communiquer avec la spiritualité du pays où nous trouvions la France. Ainsi, l'intellectualité roumaine de l'exil a trouvé une tribune grâce à des réunions franco-roumaines. Ces réunions ont constitué un complément intéressant du Cénacle. C'est l'association Hyperion qui a organisé en 1982 à l'Université Paris 1, en collaboration avec la revue Troisième Millénaire, les premiers colloques en France sur l'œuvre de Stéphane Lupasco. C'est aussi l'association Hyperion qui, en collaboration avec d'autres associations et institutions, a eu un rôle important dans l'organisation du Grand Congrès international Hommage à Mircea Eliade en 1987 à la Sorbonne. Leonid Mamaliga était un homme très secret, d'une immense pudeur. Cette discrétion et cette pudeur pouvaient donner l'impression de froideur à ceux qui les regardaient de loin. Même sa générosité était tenue secrète. Combien d'écrivains roumains, sans un sou, ont bénéficié de son appui financier lors de leur premier pas en France? J'ai eu le privilège de partager avec lui des moments de grande intimité, des communications d'âme à âme, ces envolées dans le monde de l'esprit, ces fulgurances de langage m'ont très souvent ému. Permettez-moi maintenant d'évoquer 2 autres figures importantes de l'exil roumain à Paris, connues en France, mais relativement peu connues en Roumanie, Vintile Horia et Horia Damian. J'ai eu le privilège de partager l'amitié de ces 2 grandes personnalités. Vintile Horia, qui a vécu entre 1915 et 1992,
est un écrivain européen d'origine roumaine dont on a fêté les centenaires de sa naissance en 2015. Vintilă Horia fut un des esprits les plus complexes du siècle dernier. Il a écrit en plusieurs langues, français, espagnol, italien, sans oublier le roumain. Car, disait-il, il n'y a qu'une terre promise, celle où on a appris à vivre. Il est le seul écrivain roumain qui a obtenu le prix Goncourt et nul autre écrivain roumain n'illustre à ce point le thème de l'exil. Son œuvre majeure étant français, elle est constituée d'un impressionnant nombre de romans, parmi lesquels Dieu est né en exil, Le Chevalier de la Résignation, Les Impossibles, La Septième Lettre, Une femme pour l'Apocalypse, Persécuté Boès, publiés dans des grandes maisons d'édition, Fayard, Plomb, Julliard, La Table Ronde, Rocher, L'Âge d'Or. Vintilă Horia, né Caftangiolu, voit le jour le 18 décembre 1915 à Segaj, dans la province roumaine qui fut aussi celle de Brancusi, l'Otenie. À la fin de la Première Guerre mondiale, Caftangiolu vit en Bessarabie et ensuite aux alentours de la ville moldave de Roman. Selon une page du journal d'un paysan du Danube, je cite, « C'est là que mon âme s'est formée, et c'est ces paysages qui engendraient mon four à images, mon horizon et mon style, les modellant en même temps, à la mesure de mes instincts. » Fin de citation. Si l'enfant a été marqué par certains contes de Haïdouk, les écrits de Jules Verne, ou par des romans d'aventure comme Les Trois Mousquetaires, l'adolescent sera envoûté par Eminescu, par Baudelaire, Schopenhauer et Cervantes. En 1933, Vintilă Horia s'inscrit en droit, contre son gré, mais il va fréquenter aussi les lettres et la philosophie à l'université de Bucarest. Il entame une brève carrière de diplomate. Attaché de presse en juillet 1940, Vintilă Horia y restera jusqu'au début de septembre, quand il sera évincé du poste par le régime de la garde de fer, puisqu'il n'était pas inscrit dans ses rangs. En effet, malgré toutes les malveillances, spéculant par l'orientation politique de droite, indiscutable de Vintilă Horia, le futur lauréat de Goncourt n'a jamais été légionnaire. Ceci est prouvé par les documents qui sont accessibles aujourd'hui. Il est de retour à Bucarest en décembre 1940, démission du ministère, étudiant en Vienne. Vintilă Horia s'y voit nommé attaché de presse en mars 1942. Le deuxième et dernier épisode de la carrière de diplomate de l'écrivain va durer jusqu'au 23 août 1944, date à laquelle la Roumanie, en guerre depuis 1941 à côté de l'Axe, change de camp. Dans ce contexte, devenu le représentant d'un pays ennemi, tout le corps diplomatique roumain de Vienne est interné par les Allemands jusqu'en juin 1945. Libérés par les troupes anglaises, les diplomates roumains seront transférés en Italie. En septembre 1945, Vintilă Horia refuse l'embarquement sur les bateaux envoyés à Naples par les autorités de Bucarest afin de rapatrier les Roumains. Et c'est là parce que Vintilă Horia avait la certitude du destin communiste de la Roumanie, régime qui s'y installera d'ailleurs quelques mois plus tard, en mars 1946. La décision de ne plus retourner à Bucarest marque la fin d'une première étape dans la vie de l'écrivain et en même temps l'aube d'une autre, sans retour, celle de l'exil. Vintilă Horia ne reviendra plus jamais en Roumanie. L'étape italienne de Vintilă Horia prend fin en février 1948, quand il obtient un visa argentin. L'écrivain et son épouse restent à Buenos Aires jusqu'en mars 1953. Vintilă Horia est chargé d'un cours de littérature roumaine. En mars 1953, grâce à une bourse, le rêve de retour en Europe s'accomplit. Il est directeur de la section d'études italiennes
du Centre supérieur de recherche scientifique dans la capitale espagnole. Et Vinti-La Coria créa une petite agence littéraire, tout en se dédiant au journalisme culturel. Hanté par l'ombre d'Ovide, à la destinée duquel Vinti-La Coria s'identifie de plus en plus, il commence en octobre 1957 l'écriture du Dieu est né en exil, le premier roman de sa trilogie de l'exil, rédigé en français. Comme tous ceux qui suivront, à une seule exception, ce texte paraîtra chez Artin Fayard en 1960, avec une préface de Daniel Robs de l'Académie française. Ce fut un succès foudroyant, dont les coups de tonnerre ne tardera pas de retentir. Couronné par le prestigieux prix Goncourt 1960, Vinti-La Coria se trouva d'emblée au centre d'un immense scandale, la fameuse affaire Vinti-La Coria, qui éclata juste après l'attribution du prix. Dû au soi-disant passé pro-fasciste de l'auteur, ce scandale fut orchestré par les autorités communistes de Bucarest suite au refus du romancier d'honorer une invitation de l'ambassade roumaine de France, en France, pour célébrer le prix Goncourt. Pour lui, le contraire aurait équivalu à un pacte honteux avec les bourreaux du goulag roumain. De ce fait, la vengeance était là, menée de l'ombre par Mihai Rala, un intellectuel réputé, l'envoyé du gouvernement roumain dans ce but. L'humanité ouvre le spectacle avec le dossier Coria, repris ensuite par lettre française, Le Figaro, l'Aurore. Contrairement à ce qu'on affirmait lors de cette propagande diffamatoire, Vinti-La Coria n'a jamais appartenu à la garde de fer. Les accusations sont fausses. Il y avait bien un Kaftanjoglu, membre de la garde de fer, mais c'était un homonyme. Les textes de sa jeunesse ont été tronqués et manipulés par la traduction. En fait, l'écrivain dérangé par son attitude indoctable contre les communistes et les pouvoirs totalitaires. Dans la lettre adressée au président de l'Académie Goncourt, Vinti-La Coria écrit, je cite, en effet, à la suite des campagnes menées aussi bien contre l'Académie que vous présidez que contre moi-même, et bien qu'elle comporte beaucoup d'inexactitudes, je ne veux pas être une cause de dissension dans un pays qui veut bien m'accueillir. Ce sera à la fois ingrat à son égard et de servir les lettres françaises. Fin de citation. Ceci explique pourquoi l'histoire du prix Goncourt retient pour l'année 1960, je cite des annales de l'Académie Goncourt, 21 novembre attribués mais non décernés. Vinti-La Coria, Dieu est né en exil, Fayard. Malgré ce déboires, les scandales accroissent la célébrité de l'écrivain, les contrats de traduction en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, ses succès, les éditions aussi. S'installer en France, chose faite cette année-là, signifiait l'accomplissement d'un rêve d'enfance. Une fois à Paris, Vinti-La Coria est chez soi. Je cite, « J'ai senti tout de suite que je pourrais y rester, non pas un étranger, mais un parent. Que les relations que j'entretenais depuis mon enfance avec l'esprit de la France avaient mûri à tel point que les frontières éclataient autour de moi et que mon pays augmentait à perte de vue. » Sublime parole. Ancré dans la culture française et par sa formation, Vinti-La Coria s'y enracine aussi par ses romans. Les secondes de la trilogie, Les Chevaliers de la Résignation, paru en 1961, puis suivi par Les Impossibles, tous les deux chez Fayard, puis La Septième Lettre chez Plon, les thèmes de l'exil et du salut par les sacrés et par l'amour prennent d'autres visages. L'écrivain continue à dévoiler le clivage du monde actuel par l'entremise du jeu de plusieurs niveaux différents du temps historique, technique narrative très
saisissante dans une femme pour l'Apocalypse. L'extraordinaire roman Persécuté Boèce, à la frontière entre littérature, physique quantique et métaphysique, clôt la trilogie de l'exil en 1983. À Gif-sur-Yvette et Paris, Vinti Horia resta jusqu'en 1964, quand il repart pour l'Espagne, où il commença sa brillante carrière universitaire à l'école officielle du journalisme, devenue ultérieurement la faculté des sciences de l'information, dans le cadre de l'université très connue, Complutense de Madrid. C'est là qu'il créa un département de littérature universelle et contemporaine en 1972, l'année de sa naturalisation espagnole. De 1980 à sa retraite, en 1986, Vinti Horia fut professeur de littérature contemporaine à l'université Alcalá de Henares. Afin de vérifier ses intuitions métaphysiques sur la connaissance contemporaine, on pourrait dire ses intuitions métaphysiques et religieuses, il était très religieux, Vinti Horia procède à un long voyage pour trouver, selon son expression, les centres de la Terre. Ici, on les monde pour rencontrer les scientifiques, les philosophes, les théologiens, les artistes et les écrivains. Parmi les personnalités rencontrées lors de ces voyages, déroulés de janvier 1969 au mai 1970, on compte Werner Heisenberg, Fernand Gonzet, Stéphane Lupasso, Gabriel Marcel, Arnold Toynbee, Olivier Messiaen et Raymond Abellio. Pour Vinti Horia, la littérature n'est pas une activité quelconque, mais une technique de connaissance. Du même ordre que la physique, la biologie, l'astronomie, la psychologie ou la peinture. Rongé par une tumeur cérébrale impitoyable, Vinti Horia quitte ce monde le 4 avril 1992. Il était âgé de 77 ans. Personnellement, je crois que c'est notre devoir moral de réparer la grande injustice qui lui a été faite au moment de l'affaire du prix Goncourt, par exemple, en mobilisant les autorités roumaines de faire les démarches nécessaires pour mettre enfin les portraits de Vinti Horia à sa place à l'Académie Goncourt. Une autre personnalité que je voudrais évoquer, Horia Damian, qui a vécu, comme je l'ai dit, entre 1922 et 2012, peintre et sculpteur. Il est l'auteur d'une œuvre singulière, inclassable. C'est le plus génial des sculpteurs, le plus subtil aussi. C'est ce qui explique la lenteur de son succès, disait de lui Salvador Dali. Horia Damian suit les cours de l'école d'architecture de Bucarest en 1940, qu'il quittera pour s'inscrire à la faculté des droits. Sa première exposition individuelle, qui connut un grand succès, eut lieu à l'Athénée roumain à Bucarest en 1942. La même année, en février, il expose à la Biennale de Venise. En 1946, il obtient une bourse à Paris, où il s'installe. Travaille quelques mois avec André Lotte, avec Fernand Léger, entre 1948 et 1950. Les rencontres avec Brancusi et Auguste Herbin les marquent profondément. En 1951, il peint sa première toile importante, Le ciel étoilé. Horia Damian commence à inventer un nouveau langage pictural. En 1952, Horia Damian réalise pour Fernand Léger 17 vitraux pour l'église d'Audincourt. Les expositions se succèdent dans différentes galeries de Paris, à l'étranger. En 1953, il expose à Wuppertal Septagon bleu, avec l'exigence extrême qui guidait toujours ses pas. Il a détruit la plupart des travaux pendant la deuxième moitié des années 50, considérée par lui comme une période expérimentale. En 1956,
a lieu une exposition à la Galerie Stadler à Paris et il reçoit le prix Lissone à Milan. C'est en 1957 qu'il rencontre Yves Klein, qui devient son ami intime. Il fait des expositions, il participe aux expositions dans de nombreuses villes du monde. Ses travaux au début des années 1960 sont exécutés à la base de reliefs, un polyester sur toile, exprime une grande liberté d'écriture. Déjà, la structure des billes y apparaît, comme par exemple dans Constellation, en 1961. Il construit sa première pyramide à Nord, en 1963. En 1965, il expose chez Stadler 18 pyramides et à Bruxelles 13 pyramides. Son travail devient de plus en plus géométrique et sculptural, comme la série des portes et trônes qui commence en 1966. Une autre réalité, visionnaire, s'est fait jour dans son œuvre en 1967. Il fait un voyage en Inde. Les premiers d'une longue série de voyages, l'Inde a joué, certainement, comme pour Michel Yard, un rôle important dans l'approfondissement de sa vision. Il s'engage au début des années 70 dans des œuvres monumentales, des grandes compositions, des projets visionnaires. En 72, sur proposition de Jacques Lassaigne, il expose ses constructions au musée d'art moderne de la ville de Paris. Le musée acquiert la grande pyramide blanche. En 1973, il participe à la Biennale de Sao Paulo avec le projet Galaxie. Il obtient un prix communication. En 1974, il rencontre Salvador Dalí, qui lui propose de réaliser, on ne le sait pas, et il faut le souligner, l'entrée monumentale du théâtre-musée Salvador Dalí de Figueras, c'est faite par un Roumain, Horia Damian. La même année, Horia Damian expose La Voie lactée, immense installation de couleur bleue, nuit, d'une longueur de 12,5 mètres, recouverte de 120 000 sphères bleues de la même couleur, à Neue Galerie Sammlung, Ludwig, à Aix-la-Chapelle. En 1976, il réalise l'installation La Colline au musée Guggenheim de New York. Après l'exposition, elle est placée devant Seagram Building sur Park Avenue à Manhattan. En 1977, il expose à la Galerie Denis René de Paris ses premières gouaches du monument de San Francisco. En 1979, il participe à l'exposition Espace d'artistes organisée par Pierre Schneider avec des textes de Pierre Restani au Forum des Halles à Paris. En 1980 a lieu au Centre Pompidou, c'est un moment très important, l'exposition Les projets de San Francisco. Il s'agit de 21 gouaches représentant les monuments toutes les heures du jour, de l'aube au crépuscule. Deux grands toits représentant les monuments à midi et minuit complètent l'ensemble. Le même projet a été présenté aussi à Bank of America de San Francisco, toujours en 1980, Horia Damian expose des gouaches à la Galerie Stadler de Paris. En 1983, il réalise et présente la sculpture Mastaba au Grand Palais à Paris, à l'exposition organisée par les Cahiers de l'Erne et la délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture, intitulée Les symboles du Dieu, l'habitation de l'homme. L'œuvre a été achetée par l'État français. À l'occasion de cette exposition, un numéro des Cahiers de l'Erne, dédié aux travaux de Horia Damian et Jean-Pierre Reynaud, a été publié. Un film documentaire, Horia Damian, tourné par Françoise Merville, a été aussi réalisé. Les expositions se succèdent dans la période 1984-1991 et en 85-88 apparaissent dans son œuvre les premières colonnes, sculptures intensément colorées.
une colonne en laiton de 8 mètres, la fontaine de Saint-Denis, a été installée à Saint-Denis, près de Paris. En 1992, Horia Damian participe avec la fin du chaos de 2 colonnes à la grande exposition internationale Documenta 9 de Cassel. En 1993, il expose 8 gouaches et 2 colonnes monumentales à la Biennale de Venise au pavillon de la Roumanie, dont Horia Damian est l'invité d'honneur. En 1994-2000, Horia Damian invente de nouvelles formes, par exemple des chevaliers endormis, des lits surprenants couverts de draps blancs dont les pliures avaient un fort impact sur les spectateurs. En 2002 a lieu à la galerie Carsten Grève de Paris, une étonnante exposition de Horia Damian. Et pendant cette exposition, l'artiste subit une rupture d'anévrisme qui lui laisse sa main gauche et sa jambe gauche partiellement paralysées. La souffrance lui ouvre des vannes immenses de créativité. Il a la révélation de l'inexistence de la mort. Ses œuvres sont des célébrations des mystères d'une civilisation qui n'a jamais encore existé. En 2005 et 2007, Horia Damian expose ses œuvres à la galerie Raphaël XII à Francfort, et en 2009 paraît les livres de Horia Damian, Conversation avec Bern Ouari, en Belgique. Dans la même année, pour la première fois depuis son départ en Roumanie, en 1946, Horia Damian fait l'objet de 2 grandes expositions à Bucarest. Horia Damian est membre d'honneur de l'Académie roumaine. Il était un magicien de l'invisible, un chevalier de l'absolu, précurseur des arts à venir. Son ami Yves Klein lui disait « Si j'avais l'écart de ton talent, je serais le maître du monde. » Mais le but d'Horia Damian, ce n'était pas d'être le maître du monde. Son but était de découvrir le monde invisible avec d'autres lois que notre propre monde. Pour Horia Damian, l'art est, selon ses propres mots, l'immersion incandescente dans les mondes spirituels. Les livres roumains de Paris, qui viennent de paraître aux éditions Michel Desmolles, avec des photographies d'Élie Monnier et avec mes textes, retracent l'histoire des grandes personnalités de l'exil, mais présentent aussi plus de 30 éminentes personnalités vivantes de la diaspora roumaine. En octobre 2016, la bibliothèque de l'exil roumain à Paris, Vassara Nicolescu, a été inaugurée à la bibliothèque allemande de Craiova, dans une salle spécialement aménagée pour recevoir ma donation, livres de bibliophilie, numérotés avec dédicaces, revues de l'exil, affiches, programmes, photos, coupures de presse que j'ai recueillies depuis près de 50 ans. Ma collection constitue les noyaux de départ du futur musée de l'exil roumain de Craiova, qui a comme siège les magnifiques bâtiments de la maison Dianu au centre de Craiova et qui sera fonctionnel dans 3 ans. En fait, le musée existe déjà par les archives de Leonid Mamaliga, de Vintila Horia, Cicerone Poggerk et Paul Barbanegra, qui ont fait récemment l'objet de généreuses donations. L'enjeu de ces musées de l'exil est grand, la réunification de la culture roumaine, qui aura, je crois, un impact énorme sur la culture roumaine d'aujourd'hui. Nos églises sont dépositaires de notre mémoire. Je me permets de clore cette conférence en lançant un appel à toutes les communautés orthodoxes et à ceux qui dirigent nos églises de tous les pays du monde et qui sont en possession des archives
de l'exil roumain, donc la période 1945-1989, de les collecter pour les donner au musée de l'exil roumain de Craiova. Merci beaucoup.